So, Ms. Pillay, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, à titre préliminaire, je souhaiterais rassurer la défense de Monsieur Ntaganda, qui, dans ses écritures relatives aux modalités de participation des victimes au procès qui s'ouvre aujourd'hui devant votre Chambre, vous demandait de veiller à ce que les déclarations liminaires des représentants légaux ne reproduisent pas celles de l'accusation et ne se prononcent pas sur la portée des éléments de preuve. En fait, la défense vous demandait instamment de veiller à ce que nos déclarations liminaires se limitent à des observations neutres et impartiales de l'impact des faits sur les victimes que je représente, ainsi qu'à un simple rappel de l'importance de veiller à ce que les vues et préoccupations des victimes soient prises en compte au cours du procès qui s'ouvre aujourd'hui. Je fais référence au document numéro ICC 01 04 02 06 548 au paragraphe 49. Vous n'avez bien entendu pas fait droit à une telle restriction et je ne vous cacherai pas, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, que pour faire état des vues et préoccupations de mes clients aujourd'hui, j'ai bien évidemment consulté mes clients, mais sûrement pas l'accusation ou la défense. Je me limiterai donc à présenter leurs vues et préoccupations qui, de l'aveu même de la défense, doivent être prises en considération au cours du procès qui s'ouvre aujourd'hui et dont les déclarations liminaires font bien évidemment partie intégrante. Je fais à nouveau référence au paragraphe 49 du document 548. Il ne s'agit pas d'éléments de preuve. Il s'agit simplement de la transmission des vues et préoccupations de mes clients qui ont été forgées nécessairement par leur vécu. À cet égard, qu'il me soit juste permis de préciser que bien que simples participants à la procédure, les victimes ont des droits. La défense a, lors de l'audience du 22 avril dernier, à juste titre, reconnu que le droit des victimes à participer à la procédure fait partie du cadre statutaire de la Cour pénale internationale. Que les droits de mes clients découlent du statut de Rome et que leurs vues et préoccupations ne leur sont dictées ni par l'accusation ni par la défense. Ce faisant, ces vues et préoccupations seront exposées aujourd'hui et au cours du procès d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable et impartial, dans le plein respect de l'article 68.3 du statut. Nous y veillerons. Vous y veillerez, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, et la défense y veillera sans nul doute. Et ces vues et préoccupations sont d'autant plus importantes que, je le réitère, la justice que vous rendrez le sera au nom des victimes. Bien sûr, elle s'inscrit dans le cadre plus large de l'intérêt public, puisque la Cour pénale n'a vocation à exercer sa juridiction que sur les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, pour citer le préambule au statut de Rome. Nous représentons donc, avec Maître Moulenda, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui pour des raisons médicales, 297 victimes dans cette procédure. 140 d'entre elles participent à la procédure depuis le stade préliminaire de l'affaire. Mais 2 d'entre elles sont hélas décédées depuis. Un membre de la famille de l'une d'entre elles a été autorisé à reprendre l'action au nom des victimes décédées. La 141e victime participe à la procédure depuis le 16 juin dernier. Par ailleurs, vous avez admis 156 anciens enfants soldats à participer à la procédure le 2 juillet dernier. Enfin, une victime a été admise à participer avant-hier. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, 97 anciens enfants soldats, parmi une armée d'enfants qui peuplaient les rangs de l'UPC-FPLC en 2002-2003.
Et ce groupe n'est malheureusement pas représentatif de l'ampleur du phénomène. Pourtant, il en a fallu du courage à ces 297 victimes pour remplir le formulaire qui vous a été soumis. Afin de les protéger, puisqu'elles se sentent encore aujourd'hui menacées, elles désirent toutes rester anonymes. C'est la raison pour laquelle je ferai référence à elles en utilisant le numéro qui leur a été attribué par la section de la participation des victimes et des réparations. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Malgré l'utilisation de ce numéro, elles existent et méritent toutes d'être entendues dans le cadre du procès qui s'ouvre aujourd'hui. Si vous me le permettez, je dresserai un tableau succinct des différents types de victimisation subis par nos clients. Par la suite, j'approfondirai leurs attentes alors que le procès s'ouvre aujourd'hui à l'encontre de M. Bosco Ntaganda. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, les 297 victimes que nous représentons forment un groupe, certes, les anciens enfants soldats, même si chacune a une place à part au sein de ce groupe. Mais, c'est important, ce groupe n'est pas homogène. En effet, excepté le fait que tous nos clients ont été enfants soldats ou sont des parents d'enfants soldats morts des suites de leur enrôlement, leur principal point commun réside dans le fait qu'ils se trouvent tous, ou presque, aujourd'hui, dans une situation précaire et vulnérable. Je voudrais tout d'abord insister sur le fait qu'un nombre plus important de victimes issues de la communauté Emma participent à la procédure, en comparaison avec l'origine ethnique des victimes qui participaient au procès intenté à l'encontre de M. Thomas Lubanga Dilo, le supérieur hiérarchique de l'accusé. Cette différence s'explique, en partie, par le fait que M. Ntaganda est considéré comme un étranger du fait de ses origines rwandaises. Les considérations liées à l'appartenance ethnique de nos clients jouent un rôle important dans la manière dont les événements sont perçus et interprétés par eux. Ceci donne lieu à des divergences et des clivages assez palpables entre les différentes communautés. À ce titre, j'aimerais apporter, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, une précision concernant l'impact de la propagande de l'UPC-FPLC sur les victimes d'origine Emma, puisque cette propagande sous-tendait une politique d'allégeance ethnique. Cet impact est encore et toujours présent aujourd'hui sur nos clients appartenant à la communauté Emma. En effet, au cours du conflit qui a sévi en Ituri en 2002-2003, les familles Emma étaient forcées soit de donner un enfant à la milice, soit de payer une somme d'argent afin d'être exemptées de cette obligation. Si les parents refusaient ou n'avaient pas les moyens financiers d'éviter cette conscription, leurs enfants étaient pris de force. Mais que l'on ne s'y trompe pas, même pour les enfants envoyés par leurs parents dans la milice au nom de l'effort de guerre, l'ampleur et l'intensité de la propagande exercée sur la population Emma a ôté à ces familles tout choix véritable. Un enfant d'origine Emma, âgé de 12 ans au moment des événements, A/301-82-15, explique, je cite, « Il était difficile à tout jeune garçon de mon âge de ne pas aller au sein des forces de l'UPC. » Dans le cadre de cette stratégie, les recruteurs ciblaient également les personnes les plus vulnérables. Parmi eux, de nombreux orphelins en quête de survie et à la recherche d'une famille de substitution. Un autre enfant, qui avait 13 ans et demi au moment des faits, A/20-118-14, indique, je cite, « Je me suis enrôlée au groupe armé de l'UPC parce que tous mes parents étaient tués par les combattants et que je n'avais personne pour s'occuper de moi. C'est pour cela que j'avais jugé bon d'aller au sein de l'UPC pour ma sécurité. »
Les recruteurs essayaient également de nourrir l'esprit de vengeance chez les enfants, surtout parmi ceux qui avaient perdu un proche, un ami ou un membre de leur famille. Par exemple, A-585-13 indique, je cite, « J'étais enrôlée dans le groupe de l'UPC, car j'avais perdu la moitié des membres de ma famille, tués suite aux événements malheureux et tristes qui avaient eu lieu à Bogoro, cela dans le but de me venger. » Une autre stratégie employée par l'UPC-FPLC consistait à mettre en avant le besoin de protéger le peuple Emma. A-20-234-14 explique que, je cite, « J'étais sensibilisée par les jeunes miliciens qui étaient dans l'UPC, qui m'avaient conseillé de prendre une arme, parce que mes parents étaient tous tués par les combattants Ngiti. Ils m'avaient dit aussi que je pourrais protéger le reste de ma famille. C'est ainsi que j'ai été obligée à participer au combat. » Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, la reconstruction de nos parents, de nos clients, issus de la communauté Emma, passe par la condamnation des personnes responsables de leur enrôlement ou de celui de leurs enfants qui n'auraient jamais dû être contraints à participer à cette guerre ethnique. Mais la situation particulière des enfants d'origine Emma ne saurait occulter le sort réservé aux enfants originaires d'autres ethnies. Par exemple, A-30-258-15 explique que, je cite, « Ma mère a été tuée par le groupe armé de l'UPC parce qu'elle avait refusé mon recrutement. Nous avons également été pillés parce que nous étions considérés comme complices avec les ennemis. » Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, je voudrais également apporter quelques précisions concernant la situation particulière des filles ex-enfants soldats. Pour les jeunes filles recrutées dans les rangs de l'UPC-FPLC, le viol et la réduction en esclavage sexuel constituaient une conséquence quasi inhérente à leur recrutement. Une fois intégrées dans la milice, elles étaient utilisées comme épouses de commandants, terme faisant pudiquement référence au fait qu'elles étaient maintenues en esclavage sexuel ou simplement données en pâture aux membres de la milice. Ces jeunes filles ne se remettront sans doute jamais des viols répétés et de l'esclavage sexuel auquel elles étaient systématiquement réduites. A-627-13, une enfant d'à peine 14 ans au moment des faits, explique par exemple, je cite, « Les quelque temps que j'ai fait au camp, j'étais devenue l'épouse de tous les hommes de troupe que j'ai trouvés là. Puis, après, un commandant a préféré me prendre comme épouse définitive. » De même, A-349-15 explique, je cite, « Les miliciens de l'UPC sont rentrés chez nous. Ils m'ont ramené de force dans leur camp. Ils m'ont forcé à travailler très dur. Je faisais tout, le ménage, préparer à manger, nettoyer leurs tenues. Ils m'ont violée. C'était trop dur. J'ai eu beaucoup peur pour ma vie, j'ai beaucoup souffert. J'avais mal partout dans mon corps. » Elle avait 11 ans, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. A-30-367-15 précise quant à elle, je cite, « J'ai été enlevée par 3 éléments de l'UPC. Ils m'ont ramenée dans leur camp où 3 militaires m'ont violée successivement jusqu'au matin. Épuisée, j'ai perdu connaissance. » Pire, le fait de devenir épouse de commandant leur assurait paradoxalement une certaine protection, puisqu'elle n'était violée à répétition que par ce même commandant, en tout cas lorsqu'il était présent. Par exemple, A-20010-14 explique, je cite, « J'ai été soumise à l'esclavage sexuel exagéré. C'est quand un milicien gradé m'a prise comme épouse, c'est alors que j'ai respiré un peu. »
De même, A-20009-14 indique, je cite, « Je vivais avec un milicien gradé comme partenaire. En son absence, je devenais femme des autres et en cas de refus, on était torturé. » Les éléments de l'UPC-FPLC ne semblaient pas hésiter à mettre leurs menaces à exécution. Par exemple, A-20013-14, elle-même victime de viol et d'esclavage sexuel, explique comment sa grande sœur a été assassinée pour avoir résisté lorsqu'elle était sur le point de se faire violer. De ces viols sont parfois nés des enfants qu'elles n'ont jamais abandonnés, mais dans les yeux desquels elles voient inlassablement le visage de leur violeur. Parce qu'elles sont revenues filles-mères, un grand nombre d'entre elles ont été rejetées par leur famille, à l'instar par exemple de A-743-13, qui explique, je cite, « On nous a violés massivement, avec plusieurs hommes sur chacune de nous. J'ai été plusieurs fois violée par plusieurs hommes. J'ai donné naissance à un garçon dont je ne connais pas le père. Je hais cet enfant sans avenir. Je suis abandonnée, même par ma famille. » De plus, malgré leurs viols incessants et l'esclavage sexuel auquel elles étaient réduites, les jeunes filles suivaient une formation militaire rigoureuse, travaillaient dans les camps d'entraînement et participaient également activement aux hostilités. Par exemple, A-20008-14, qui avait à peine 13 ans au moment des faits, indique, je cite, « J'ai suivi une formation militaire tout en servant comme épouse. J'ai été soumise à des forts exercices appropriés à une formation militaire, ce qui a causé des souffrances atroces dans le corps en général. » Ces jeunes filles, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, sont donc confrontées à une double victimisation, si ce n'est une triple victimisation, puisque victimes de viols et d'agressions sexuelles, elles ont, pour certaines d'entre elles, donné naissance à d'autres victimes, à vie, qui ne connaîtront jamais leur père et qui constituent le rappel quotidien des actes effroyables subis par leur mère. Une grande partie d'entre elles a également contracté des maladies sexuellement transmissibles ou a subi des lésions physiques irrémédiables en raison des actes de viols incessants. La punition des responsables de ces exactions est essentielle à leur reconstruction. Malheureusement, les abus et les maltraitances n'étaient pas exclusivement réservés aux filles. Bien au contraire, la violence physique et les menaces touchaient tous les enfants, sans distinction d'âge ou de sexe. Ce mode d'interaction quotidien avec les enfants visait à s'assurer de leur soumission totale et de leur respect inconditionnel aux ordres donnés. A-303-74-15 explique, je cite, « Pour désobéissance, on recevait des coups de fouet avec du fer. Je souffre des cicatrices qui couvrent mon corps suite aux coups de fouet. » Enfin, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, il semble également important de considérer l'incidence des développements récents dans l'affaire Lubanga sur les victimes qui participent au procès qui s'ouvre aujourd'hui. Loin de moi l'idée de réouvrir le procès du supérieur hiérarchique de M. Bosco Ntaganda. Mais, puisqu'un nombre non négligeable de nos clients ont également participé au procès Lubanga en tant que victimes, cette expérience a nécessairement un impact sur leurs attentes et sur la façon dont elles perçoivent les débats à venir. Pour certaines d'entre elles, la condamnation de Thomas Lubanga Dilo ne représente qu'une justice partielle, en particulier pour les victimes de viols et de violences sexuelles. D'autant plus partielle, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, que le procès s'ouvre alors qu'elles ont été récemment consultées sur les procédures initiées en vue de la révision de la peine prononcée à l'encontre de M. Lubanga Dilo, sous-tendant la possibilité que celui-ci
soit remis en liberté avant d'avoir purgé l'intégralité de sa peine. Pour les victimes de violences sexuelles, je l'ai déjà mentionné, le procès Lubanga a été, sans aucun doute, la source de frustration profonde. Frustration qui altère leur vision de la Cour et de la justice en général. À ces frustrations s'ajoute un sentiment très amer face à la lenteur de la procédure. Pourtant, ces victimes continuent de croire à la nécessité de punir les responsables des exactions qu'elles ont subies. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, bien que formant un groupe hétérogène, la reconstruction de l'ensemble des victimes que nous représentons passe par la condamnation de l'accusé, qu'elle désigne comme l'un des responsables des exactions qu'elles ont endurées au cours de la période 2002-2003. Je viens de rappeler l'ambivalence de leurs sentiments à l'égard de la justice internationale, alors que le supérieur hiérarchique de ce dernier pourrait être libéré avant même l'octroi des réparations. Elles ont pourtant toutes besoin de fermer ce chapitre de leur vie le plus rapidement possible, même si rien ne pourra jamais leur rendre leur enfance volée. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Le plus jeune de nos clients avait 7 ans et demi lorsqu'il a intégré la milice de l'UPC-FPLC. D'autres ont fêté leur 15e anniversaire dans les rangs de la milice. Toutes les victimes que nous représentons ont été contraintes d'arrêter l'école. Bien sûr, il n'échappera à personne que la déscolarisation est la conséquence logique de l'enrôlement des enfants. Mais pire, les écoles constituaient un lieu propice à l'exécution des crimes, un endroit où les recruteurs s'accordaient le privilège de sélectionner les enfants considérés comme aptes à intégrer les rangs de la milice, bien entendu sans le consentement de leurs parents. Un enfant de 9 ans au moment des faits, A/30-371-15, indique, je cite, « J'ai été enrôlé de force de l'école primaire à 10 heures lors de la récréation par 10 éléments de l'UPC bien armés. On jouait à la balle au nombre de 14 garçons. Tous nous étions encerclés. De même, A/30-374-15, qui avait également 9 ans au moment des faits, explique, je cite, « 2 miliciens de l'UPC passaient par notre école et m'ont trouvé en train de jouer. Ils ont pris ma main pour que je les raccompagne. Un commandant m'a vu. Il m'a dit que j'allais augmenter le nombre de ces gardes du corps Kadogo. Il n'est dès lors pas surprenant qu'une grande majorité de ces enfants n'aient jamais pu retourner sur les bancs de l'école auxquels ils avaient été arrachés. Pire même, ces événements ont bouleversé leur avenir, détruit leur vie, les livrant aujourd'hui à leur triste sort. Beaucoup d'entre eux luttent contre l'addiction à la drogue et à l'alcool, habitude née du fait de leur enrôlement, puisque les commandants les y contraignaient pour renforcer leur docilité avant les combats, où ils étaient très souvent envoyés en première ligne. Ce procès, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, permet aux victimes d'exister, de faire reconnaître le préjudice irréversible qu'elles ont subi, de faire entendre leur voix, leur colère. Elles attendent avec impatience que justice leur soit rendue. Elles attendent ce moment depuis 2003. 12 ans, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Plus de la moitié de leur existence pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup d'entre elles. La reconstruction de tous ces jeunes adultes passe par la reconnaissance des crimes qu'ils ont subis, par la punition des responsables de ces exactions, parmi lesquels M. Bosco Ntaganda, pour qu'enfin, aux yeux de tous, et particulièrement de leur famille, on reconnaisse leur statut de victime, au lieu de les assimiler à des criminels. Il est un fait indéniable et profondément injuste, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Les effets dans l'enrôlement, de la conscription et de la participation active aux hostilités s'étendent bien au-delà de la limite d'âge fixée par le statut de Rome à 15 ans.
Je l'ai en effet rappelé. Nos clients, du fait des exactions qu'ils ont subies, se trouvent presque tous aujourd'hui dans une situation d'extrême précarité et n'ont malheureusement pas beaucoup d'espoir en ce qui concerne leur futur ou le futur de leurs enfants. 2 générations sacrifiées sur l'autel de la guerre ethnique en Ituri. Pour toutes ces raisons, il apparaît d'autant plus essentiel, dans le cadre du procès qui s'ouvre aujourd'hui, que la Cour remplisse pleinement son rôle en tant que source d'espoir, de dignité, de rétablissement pour les victimes. Pour ce faire, toute mesure doit être prise pour éviter l'impunité des personnes qu'elle désigne comme responsables, parmi lesquelles M. Bosco Ntaganda. Toute mesure doit être prise pour corriger les conséquences des dommages causés à ces victimes des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Je le répète, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, nos clients sont des participants à la procédure. Mais, pardon, excusez-moi. Nos clients sont des participants à la procédure, mais il faut faire droit à la possibilité qui leur est offerte de collaborer à la vérité. Les victimes ne cherchent à tromper personne, simplement à s'approcher de la vérité et peut-être à éclairer les faits d'une façon différente, simplement, mais pleinement. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges.